Chers amis, merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux pour participer à cette soirée dont notre hôte est Bernard Guetta, qui n'est pas besoin de présenter, tant sa voix et ses réflexions nous sont familières, étant depuis sa jeunesse, sa recherche et son engagement pour une société plus juste l'a fait remarquer. Comment vous dire ma reconnaissance, cher ami Bernard Guetta, d'être venu jusque chez nous, à Rennes. Nous sommes très heureux parce que nous vous avons demandé quelque chose d'un petit peu étonnant comme sujet. Le sujet qu'on vous a proposé, c'est « Fier de notre Europe ». Dites-nous, cher ami, si vous pensez que notre Europe nous a donné vraiment ce plus qui nous a permis de vivre ensemble en paix. Dites-nous si vous pensez qu'elle a fait progresser ce que l'on peut espérer d'une union fondée sur le droit et sur la solidarité. Dites-nous aussi quels sont les chantiers urgents qu'il nous faut mettre en place très vite pour que vive cette union qui nous a beaucoup donné, mais qui doit encore faire beaucoup. Voilà votre feuille de route, cher ami. Un grand merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Le défi que me lance Madame Hutin est assez redoutable. La feuille de route est, mon Dieu, solide. D'abord, merci à elle d'avoir organisé cette réunion. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux. J'en suis profondément heureux, comme je n'ai pas peur du mot, comme militant de la cause européenne. Alors, pour commencer à répondre à vos questions, Madame Hutin, si des eurosceptiques, voire des europhobes, vous demandent à quoi sert votre union, répondez-leur d'emblée à défendre la paix. Et s'ils rient en vous disant « mais enfin comment ? De quel siècle datez-vous ? Au moins du XXe » répondez-leur, projetez-vous en arrière d'une poignée d'années, d'une vingtaine d'années. Dans la Yougoslavie, d'après la chute du mur, si vous aviez demandé à des Serbes, des Croates, des Albanais, des Bosniaques à l'époque, pourriez-vous imaginer que dans 6 mois, 1 an, vous alliez commencer à vous faire la guerre, à vous entretuer, que sur le territoire de la Yougoslavie, il y aurait le premier massacre de masse que l'Europe ait connu depuis la fin de la guerre, à Srebrenica. Mais ils auraient tous éclaté de rire. Mais monsieur, mais madame, mais vous êtes tombés sur la tête. Ça n'existe pas. Ils auraient ri, comme riraient aujourd'hui des Allemands, des Français, des Belges, des Italiens, auxquels vous poseriez la même question, et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Et nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. L'idée que la guerre ne serait plus possible sur notre continent, entre nos nations, est malheureusement d'une totale naïveté. Et c'est pour cela que l'ambition de l'unité européenne, car l'unité européenne reste une ambition, elle n'est pas faite, elle a commencé de se construire, mais elle n'est pas faite, elle reste une ambition. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile à défendre. Parce qu'évidemment, une ambition, elle n'a pas encore tous les résultats, elle ne porte pas encore tous les fruits qu'on pourrait en attendre. Évidemment qu'elle a des défauts, évidemment qu'elle a des faiblesses, puisque nous avons fait les fondations, commencé à construire les murs, mais le chauffage manque, la plomberie n'est pas faite, le toit n'est pas achevé, il continue à pleuvoir dans cette maison qui est en construction, bien sûr que oui. Alors donc,
nous allons répondre à nos eurosceptiques et autres europhobes, repenser à la Yougoslavie. Et s'ils ne sont toujours pas convaincus, dites-leur autre chose. Mais écoutez, après 89, quand le mur de Berlin est tombé, quand la Roumanie et la Hongrie se sont libérées du bloc soviétique, qu'aurait-il pu se passer s'il n'y avait pas eu l'Union européenne pour dire à ces deux pays, vous n'entrerez dans l'Union que si vous oubliez vos conflits territoriaux et vos rancœurs historiques? Eh bien, c'est très simple. La Hongrie aurait voulu reconquérir les territoires qui lui avaient été enlevés à la fin de la Première Guerre mondiale. La Roumanie n'aurait pas voulu les restituer à la Hongrie. Et la Roumanie, en revanche, aurait voulu reconquérir la Moldavie. C'eût été la guerre au cœur de l'Europe. Mais il y avait une Union européenne. Enfin, elle ne s'appelait pas encore Union à l'époque. Peu importe. Il y avait une unité européenne. Et nous leur avons dit, M. Balladur avait été très précis et très ferme sur cette question parce qu'il connaissait l'histoire, parce qu'il connaît l'histoire. Nous leur avons dit, si vous voulez rester dans un no man's land, avec toutes les incertitudes, eh bien, ressassez vos rancœurs et vos souvenirs. Si vous voulez la sécurité de l'Union, la solidarité de l'Union, vous oubliez tout cela et vous l'écrivez noir sur blanc, car vous n'entrerez pas avant de l'avoir écrit noir sur blanc. S'il faut encore un exemple pour convaincre nos eurosceptiques et nos europhobes, revenons dans la Yougoslavie du début des années 90, par le poids de l'histoire, de ses solidarités, de ses souvenirs. La France tendait naturellement, François Mitterrand, à l'époque président, connaissait l'histoire et la vivait. La France tendait naturellement à une solidarité avec les Serbes, tandis que l'Allemagne tendait à une solidarité avec les Croates. Eh bien, s'il n'y avait pas eu l'ambition européenne pour primer ces souvenirs maléfiques, dangereux, porteurs de guerre, eh bien, en vérité, le conflit yougoslave aurait pu entraîner, et je n'exagère pas, aurait pu entraîner, c'est ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, enfin au début de la Première Guerre mondiale, aurait pu entraîner la France et l'Allemagne dans un véritable conflit bientôt armé, et rappelant bientôt les deux premières guerres mondiales. Il y avait Kohl, il y avait Mitterrand, il y avait l'ambition d'unité européenne, et ce danger était tel que Mitterrand et Kohl avaient décidé de le transcender très consciemment en disant « on met le pied sur l'accélérateur de la monnaie unique » à cause de la Yougoslavie. Parce qu'il fallait transcender ce danger. C'est ce qu'on a fait. Et au lieu d'avoir la guerre, nous avons eu la monnaie unique. C'est pas si mal. Maintenant, renversons le raisonnement, toujours devant nos europhobes et nos eurosceptiques, et faisons-leur remarquer que là où l'Europe a failli, là où l'Europe a été absente, là où l'Europe a refusé la solidarité entre ses États membres sur la question des réfugiés syriens, nous avons créé, ou amplifié en tout cas, des drames innombrables et innommables, alors que nous aurions pu si facilement, en suivant les recommandations de la Commission, qui était de dire chacun en prend une partie de ses hommes et ses femmes en fonction de sa richesse, de sa population et de son territoire. Il y avait quoi? Au grand maximum, on en était loin, mais au grand maximum, 2 millions de personnes. Aurait été 2 millions de personnes, nous étions incapables à plus de 500 millions à l'époque. Il n'y avait pas encore de Brexit.
à plus de 500 millions à l'époque de citoyens européens, d'hommes, de femmes européens, d'intégrer, de secourir tout simplement. De secourir 2 millions de personnes. À plus de 500 millions, on n'était pas capable de le faire. Évidemment qu'on était capable de le faire. Et parce qu'il n'y a pas eu de solidarité européenne. Parce que les Européens n'ont pas serré les coudes pour relever ce défi. Une honte historique, morale en tout cas, les accable. Et beaucoup de souffrances qui auraient pu être évitées très très facilement, eh bien, bon Dieu, ont été la réalité. Encore une fois, pour notre plus grande honte. Or, il n'y a pas que les réfugiés. Prenons la question de l'énergie. Aucun de nos pays n'a de gaz dans son sous-sol, ni de pétrole. Nous avons un problème, un manque d'énergie à résoudre. Alors bon, on peut continuer à dire que chacun se débrouille, les uns avec le nucléaire, les autres en répudiant totalement le nucléaire, les uns ceci, les autres cela, etc. etc. C'est évidemment la mauvaise voie. Si nous avions une politique énergétique commune, ça nous coûterait moins cher, ce serait plus cohérent, ce serait plus efficace. Prenons la défense de l'environnement, sujet si fondamental aujourd'hui où notre planète est menacée. Ce n'est évidemment pas en ordre dispersé que nous défendrons cette planète, et encore moins que nous imposerons aux autres grands ensembles du monde qui s'en détournent, et de plus en plus, depuis que M. Trump a été élu aux États-Unis, que nous imposerons cet impératif de la défense de notre environnement. Il y a eu au XIXe siècle une première révolution industrielle, nous venons d'en vivre une, nous en vivons une avec la révolution numérique qui est au moins aussi importante que la révolution industrielle du XIXe. Nous entrerons bientôt dans une troisième révolution industrielle. Eh bien, si nous voulons rater la prochaine révolution industrielle, comme nous avons, nous, Européens, raté la révolution informatique au profit des États-Unis, eh bien, restons en ordre dispersé. Si c'est ça notre objectif, reculer, perdre du terrain, nous faire battre par les autres, mais la solution, nous la connaissons. Défaisons l'Union européenne, comme nous le recommande si passionnément, si vivement, Madame Le Pen, Monsieur Wilders aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc., etc. Si nous voulons imposer à nos partenaires commerciaux, États-Unis, Chine, Brésil, Inde, et tant d'autres, des États-continents, si nous voulons imposer un libre-échange qui soit respectueux d'un équilibre entre des pays qui se sont imposés, à juste titre, des contraintes sociales et environnementales sur leur production, et d'autres pays où les salaires sont 10 fois moins élevés que dans nos pays, où il n'y a pas de protection sociale et bien évidemment pas de protection environnementale, ce n'est pas en ordre dispersé que nous pourrons le faire. Ces nationalistes des nouvelles extrêmes droites européennes qui nous disent le nationalisme économique, il faut défendre nos intérêts, etc. Ah oui, bien sûr qu'il faut défendre nos intérêts. Et nous allons le faire en ordre dispersé face à la Chine, la petite France, la minuscule Allemagne. Je dis volontairement la petite France, la minuscule Allemagne, parce que je veux dire par rapport à la Chine. Va dire à la Chine, ah, on ne veut pas de vos conditions commerciales, on va vous en imposer d'autres. Mais attendez, soyons charitables, ne laissons pas les Chinois s'étouffer de rire avec des bêtises pareilles. L'Union européenne est aujourd'hui, on ne l'entend pas assez, la première économie du monde. L'Union européenne est la première économie du monde. Les pays de l'Union européenne ne sont pas grand-chose, ils ne sont pas rien, bien loin de là, heureusement.
mais ne sont pas grand-chose par rapport, chacun d'entre eux, par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Alors, si nous nous plaignons, et nous devons nous plaindre, des imperfections, non, c'est un mot beaucoup trop faible, des profondes injustices et incohérences du libre-échange actuel, et que nous voulons les surmonter, est-ce en ordre dispersé ou uni? Un enfant, peut-être pas de 4 ans, mais de 10 ans, connaîtrait la réponse. Madame Le Pen, non. Monsieur Wilders, non. Leurs consorts, non. Et puis maintenant, la grande question de la défense. Nous avons aujourd'hui, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas diaboliser à l'excès M. Poutine, mais enfin, nous avons aux frontières de l'Union européenne, en Ukraine, une pression militaire qui est très forte. Nous avons une puissance, la Fédération de Russie, qui s'est rendue coupable de la première annexion territoriale commise en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut dire oui, mais l'Ukraine était russe. Ah oui, l'Ukraine était russe, absolument, c'est vrai. Elle a même été ottomane avant, elle a été un peu suédoise, elle a été un tas de choses. Mais enfin, si demain les Italiens envahissaient Nice en disant mais Nice était italienne, ou les Savoies, elles étaient italiennes incontestablement, la famille royale et Savoie en Italie. Qu'est-ce qu'on dirait? Les Italiens sont devenus fous, les Italiens sont devenus dingues. C'est exactement ce qui s'est passé en Crimée. Oui, la Crimée a été russe, bien sûr, mais elle ne l'était plus. Et il y a des lois, et il y a des frontières internationales. Et il y a des lois internationales qui reconnaissent l'intangibilité des frontières et proscrivent, évidemment, les annexions territoriales par la force. Eh bien, ces lois, la Russie les a violées. Est-ce qu'on peut ignorer ce problème, et là j'emploie un understatement, ce problème à notre frontière orientale? Est-ce que nous pouvons ignorer à notre frontière occidentale, au-delà de l'Atlantique, une évolution très profonde des États-Unis et qui ne date pas de M. Trump, qui est une lassitude des Américains, et ne le répétons pas, mais en vérité cette lassitude elle est compréhensible, elle est logique, cette lassitude et ce refus des Américains de continuer à payer pour notre défense que nous ne finançons pas. Un jour ou l'autre, et très vite maintenant, les Américains nous diront, écoutez chers amis, ou bien vous payez, ou bien nous ne payons plus. Alors, est-ce que nous allons organiser notre défense commune en ordre dispersé? Non. D'abord, c'est une aberration, une défense commune en ordre dispersé. Deuxièmement, nous n'en avons pas les moyens. En revanche, si nous mettons nos moyens en commun, bien sûr que nous en avons les moyens. Et accessoirement, cela serait porteur d'un renouveau industriel, puisqu'évidemment, la création d'une défense commune européenne nous inciterait à faire dans l'industrie d'armement ce qui s'est fait dans l'aéronautique civile, pas seulement civile d'ailleurs, dans l'aéronautique avec Airbus. Alors oui, il faut bouger. Il faut bouger. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain sous prétexte que le bain n'est pas parfaitement clair. C'est vrai, il n'est pas parfaitement clair. Sous prétexte qu'il y a des problèmes, que c'est inachevé, que c'est parfois brinque-ballant. Oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais enfin, imagine-t-on que demain, l'Aquitaine, parce qu'elle n'est pas contente de la politique du gouvernement national, dise « Ah ben puisque c'est comme ça, on quitte la France ». Chers amis, vous êtes tombés sur la tête? Ben, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. On va quitter l'Union européenne parce qu'on n'est pas content des politiques de l'Union européenne. Bon, si on n'est pas content des politiques de l'Union européenne, et par parenthèse,
on peut souvent en être mécontent à juste titre, voire à très juste titre, eh bien, on change ces politiques. On ne quitte pas l'Union européenne. Nous avons besoin de notre unité, et si nos amis eurosceptiques et nos pas trop amis europhobes continuent à vous dire « oui, mais enfin, c'est une utopie dépassée, c'est un rêve de l'après-guerre, etc., etc. » Bien, on va leur proposer 2 tests. Embêtant pour eux. On va leur dire, bon, allez à Strasbourg, dans la région, là, dans le nord-est de la France. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette région française, l'Alsace et la Lorraine, que les autres n'auront pas, est-ce que vous pouvez nous dire, chers amis eurosceptiques, que cette région française, et qui tient tellement à être française, est plus proche de Marseille que de l'Europe du Nord? La réponse est évidemment non. Culturellement, à tout point de vue, le nord-est de la France, peut-être tout le nord d'ailleurs, est beaucoup plus proche de l'Europe du Nord que de PACA. Ça ne veut pas dire que les 2 régions ne soient pas françaises, évidemment pas. Mais il y a, au-delà des frontières nationales dans l'Europe, des similitudes, des proximités entre régions qui sont beaucoup plus frappantes et profondes en vérité que les unités nationales, même si ces unités nationales, Dieu merci, sont solides. Et puis, on va proposer à nos amis eurosceptiques un 2e test. Ah, vous pensez que nous sommes trop différents en Europe pour pouvoir réellement nous unir et un jour constituer, un jour lointain, mais enfin un jour constituer les États-Unis d'Europe? Eh bien, chers amis eurosceptiques, vous allez prendre à l'aéroport d'Helsinki un avion pour la Sardaigne. On ne peut pas faire plus différent. Et quand vous atterrirez en Sardaigne, venant d'Helsinki, vous n'aurez pas le sentiment d'atterrir dans un autre monde. Et puis maintenant, vous allez prendre de Berlin, de Paris, de Rome, peu importe, un avion pour l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et là, vous allez atterrir dans un autre monde. Et là, vous sentirez la différence profonde entre cette Europe qui existe au-delà de ces différences et les autres parties du monde. Là, ils vont être un peu ébranlés s'ils ne sont pas totalement de mauvaise foi. Parce que c'est une vérité. Et à ce moment-là, on leur porte le coup de grâce. Et on leur dit, bon, maintenant vous prenez un avion de Dallas, Texas, à New York City, toujours à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Et là, vraiment, vous allez passer d'un monde à l'autre. Parce qu'entre Dallas et New York, c'est 2 mondes différents. À tout point de vue. À tout point de vue. En un mot commençant, l'unité européenne n'est pas seulement un besoin, c'est une évidence. Et pourtant, ne nous voilons pas la face, l'Union est aujourd'hui grandement impopulaire. Il y a aujourd'hui un divorce entre les Européens et l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, par ses politiques communes, ses politiques économiques communes, depuis le lancement de l'euro, est devenue si présente dans la vie quotidienne de chacun des citoyens européens, que chacun de ces citoyens a le sentiment qu'elle existe réellement, qu'elle est totalement formée, et attend de cette union existante, totalement formée, la solution à tous ces problèmes. Or, évidemment que l'Union ne peut pas fournir la solution à tous ces problèmes. Pourquoi ? Parce que l'Union reste largement une fiction dans la mesure où elle est gouvernée par le consensus ou l'absence de consensus le plus souvent
entre les États membres. Ce n'est pas un État fédéral. Il n'y a pas d'élection d'un président des États-Unis d'Europe, d'une Chambre des représentants des États-Unis d'Europe et d'un Sénat des États-Unis d'Europe. Non. Il reste une addition d'États-nations, d'États membres de l'Union, dont les dirigeants prennent ensemble, dans ce conclave, j'aime beaucoup dire avec un petit clin d'œil ironique, dans ce soviet, toutes les décisions. La Commission ne prend pas de décision. Elle applique les décisions prises par les dirigeants nationaux au sein du Conseil européen. Mais l'Europe, Bruxelles, comme disent, hélas, la plupart de mes confrères, et hélas, encore plus, l'écrasante majorité des citoyens européens, Bruxelles qui ne veut rien dire, parce que Bruxelles, c'est quoi? C'est le Parlement qui siège 9 fois sur 10, c'est le Conseil européen, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, c'est la Commission européenne, c'est les conseils des ministres qui réunissent les ministres des transports, de l'éducation, de ceci et de cela. Tout ça, ça se passe à Bruxelles. Alors, c'est quoi Bruxelles? Parce que c'est des choses très différentes, tout ça. Très différentes. Mais c'est confondu dans un imaginaire. D'ailleurs, par parenthèse, si vous interrogez les Américains des États-Unis d'Amérique, ils parlent de Washington exactement comme les Européens parlent de Bruxelles. C'est-à-dire ce truc, machin, qui est tellement loin de nos États, de mon État texan, de mon État de Floride, de mon État de Californie, qui est au bord de la sécession, j'exagère, mais enfin, qui est très 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 fâché depuis que M. Trump est élu, etc. Évidemment qu'il y a un rapport conflictuel dans des grands ensembles, avec cette capitale lointaine dont on ne maîtrise pas véritablement les fonctionnements. Mais au moins, Washington existe. Washington est un gouvernement fédéral. Bruxelles, non. Absolument pas. Et puis, l'Union européenne, comme elle apparaît si puissante, plus puissante que les États-nations, et en cela, d'ailleurs, il y a une part de vérité, parce qu'elle devrait être plus puissante que les États-nations, même si elle ne l'est pas. Eh bien, cette Union européenne est rendue coupable par beaucoup, énormément, de nos concitoyens européens, de tout ce qui ne va pas dans chacun des pays européens, dans l'ensemble des pays européens et dans le monde. Alors, il y a ces délocalisations vers des pays émergents et en vérité toujours extraordinairement pauvres, ces délocalisations qui consistent à exporter les emplois vers d'autres pays et qui sont insupportables. Évidemment qu'elles sont insupportables. Bien sûr que oui, elles sont dramatiques. Il y a l'invasion sur les rayons de nos supermarchés de produits très très bon marché qui tuent les productions nationales. Ben oui, c'est vrai, et c'est insupportable. Il faut réagir. Bien sûr que oui, il le faudrait. Il y a ces vagues d'immigrés à cause de la guerre en Syrie, à laquelle on ne comprend rien, qui sont... J'ai un de mes voisins dans le Vaucluse qui m'a dit un jour, mais Bernard, expliquez-moi, en Syrie, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Ah, cher Paul, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais c'est tellement plus compliqué que ça que c'est bien difficile à maîtriser, évidemment. Parce qu'il faut vraiment potasser. Il faut vraiment potasser pour arriver à avoir l'illusion qu'on comprend quelque chose. Et puis, finalement, cette Union européenne, et plus profondément, ce qui est encore plus grave, cette ambition d'unité européenne commence à être rejetée par beaucoup de gens, pas par tous, Dieu merci, mais commence à être rejetée au profit d'une fuite dans un passé mythifié. C'est-à-dire que nous avons devant nous, face à nous, les problèmes du XXIe siècle, et on se dit, mais pour les résoudre, fuyons dans l'entre-deux-guerres. Ah, c'est particulièrement embêtant parce que l'entre-deux-guerres, ça précède la guerre. L'entre-deux-guerres, ça précède la guerre.
Or, ce dont nos concitoyens sont si nostalgiques aujourd'hui, c'est de cela. Et c'est dramatique. Et c'est dramatique. Quand il y a du brouillard sur la route, il vaut mieux regarder devant soi que dans le rétroviseur. Eh bien, nous regardons dans le rétroviseur. Cela étant, si l'on demande aujourd'hui aux opinions nationales, françaises, néerlandaises, italiennes, etc., est-ce que vous voulez alors quitter l'Union européenne? La réponse reste non. Et avec de confortables majorités. Est-ce que vous voulez sortir de l'euro pour ceux des pays qui l'ont adopté? La réponse reste non. Pour quelques années. Nous avons devant nous une fenêtre de tir qui se referme lentement, mais sûrement. Il faut agir. Agir, mais faire quoi? C'est la question que m'a posée Madame Mutin. Je n'en suis qu'au préambule. Non, mais rassurez-vous, pas au préambule de notre réunion. Alors, fondamentalement, il y a 3 hypothèses. M. Juncker en a esquissé 5 dans son livre blanc avant-hier, où il exposait 5 scénarios possibles pour l'Union, mais en vérité, ces 5 scénarios, ils se réduisent à 3. Le premier, c'est ne bougeons pas. Ne bougeons plus. Ni un pas en arrière, ni un pas en avant. Pour moi qui étais correspondant, le dernier correspondant du monde en Union soviétique, après moi, l'Union soviétique a explosé. C'est pas de ma faute, hein, je n'y suis pour rien. Enfin, le fait est qu'elle a explosé après moi. Bon. Ça me rappellerait formidablement le réflexe de la direction soviétique après qu'elle a évincé Nikita Khrouchtchev, qui allait trop loin dans les réformes. Ouh là là, mon bon Dieu, où nous entraîne-t-il? Donc on l'a évincé. Il y avait un progrès. Sous Staline, on l'aurait assassiné. Là, on lui a dit, tu rentres chez toi et tu te fais oublier. Il est rentré chez lui, il s'est fait oublier. C'était son intérêt. Et à ce moment-là, la nouvelle direction qui a succédé à Khrouchtchev a dit exactement ça. Ça qu'on nous propose, qu'on pourrait nous proposer. Pas de pas en arrière, pas de pas en avant. En URSS, c'était pas de retour au stalinisme et à la terreur de masse, mais surtout pas de libéralisation politique, économique, rien du tout. On ne bouge plus. On a vu où ça a amené l'Union soviétique. Si nous faisons ça, ça nous mènera à la même chose, c'est-à-dire à la dislocation et à l'échec. Si vous me demandez ma préférence personnelle, je vous répondrai en bon cabri que je suis, comme disait le général de Gaulle, en européen fanatique, hystérique, etc. Je vous répondrai, mais allons vers le fédéralisme, allons vers les États-Unis d'Europe. Mais j'ajouterai aussitôt, c'est mon souhait, ce serait la logique, ce serait la meilleure des solutions, c'est irréalisable aujourd'hui. On ne peut pas, malheureusement, je le regrette profondément, mais on ne peut pas le faire, même à 15 ou 20 ans, enfin, en tout cas pas à 10 ou 15, c'est beaucoup trop tôt. Quelle solution reste-t-il? Eh bien, ce que l'on appelait hier, je ne dis pas que ça se fera, je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est la solution qui reste. Ce que l'on appelait hier l'Europe à plusieurs vitesses, pas à 2 vitesses, à plusieurs vitesses, et qu'on commence maintenant à appeler l'Europe différenciée. Qu'est-ce que c'est? Payons ses droits d'auteur à l'inventeur de la formule, Dominique de Villepin, c'est laisser les pays qui veulent aller plus loin, plus vite, les pays qui veulent aller plus loin, plus vite, le faire. Aujourd'hui, dans la plupart des domaines fondamentaux, notamment les questions fiscales, par exemple, les questions fiscales qui sont tellement importantes pour éviter le dumping que l'on connaît au sein de l'Union européenne et qui est totalement intolérable.
pernicieux, mortifère pour l'Union européenne, il faut l'unanimité. Autant dire que l'Estonie, qui a rebâti son économie en accordant ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire un impôt uniforme aux sociétés à 10% d'imposition sur les bénéfices, évidemment, ça a attiré du monde. L'Estonie, mais combien d'autres pays, l'Irlande, les Pays-Bas, etc., ne veulent pas de cela. Parce que chacun défend ses intérêts. Ses intérêts, c'est d'attirer des industriels qui créent de l'emploi, et donc on baisse les impôts sur les sociétés. Puis à la fin, il n'y aura plus rien dans les caisses et on mourra tous. C'est très intelligent. Enfin, tous, sauf les actionnaires des entreprises en question. Donc, laisser ceux qui veulent aller plus loin, plus vite dans l'unité, dans le resserrement de leur rang, le faire, et le faire sans deux choses. Premièrement, sans drame. Vous ne voulez pas, chers nationaux de tel pays, de tel État membre, pour ne citer personne. Vous ne voulez pas nous suivre sur cela, mais libre à vous. Il n'y a pas de problème. Vous ne le faites pas. Mais nous, on le fait. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que nous le faisons que vous devrez obligatoirement le faire dans 15 ans, à court, moyen ou long terme. Jusqu'à présent, au sein de l'Union européenne, quand des pays, par exemple pour la zone euro, allaient plus loin, plus vite que d'autres, on disait oui, mais ils sont l'avant-garde. Tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais à terme, chacun le fera. Ce qui, évidemment, rebroussait le poil de beaucoup de pays qui disaient « mais écoutez, non seulement on ne le fait pas, mais on ne veut pas le faire, même à terme ». C'est toute la différence entre l'expression d'Europe à plusieurs vitesses et Europe différenciée. L'Europe différenciée, c'est, écoutez, certains le font. Si demain d'autres veulent le faire, bienvenue au club. Si ils ne continuent à ne pas vouloir le faire, il n'y a pas de problème. On reste avec eux dans l'état actuel, c'est-à-dire fondamentalement une zone de libre-échange régie par des règles communes. Et d'autres, au sein de cette zone de libre-échange, construisent pas à pas, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais construisent pas à pas une Europe politique, dont la dynamique est évidemment à terme fédérale. On n'en parle pas, parce que le mot est hystérisant pour beaucoup de gens. C'est ce vers quoi on s'oriente dans un consensus qui réunit les 4 pays les plus importants de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, dont les dirigeants se réunissent lundi prochain à Versailles. Ce seront les hôtes de François Hollande. Ils vont proposer cela à tous nos partenaires, aux 27, plus aux 28. Aux 27, certains diront oui, certains diront non. Ceux qui diront oui, il y aura au moins les 3 du Benelux, peut-être certains des Scandinaves, certainement le Portugal, peut-être certains des pays dits des nouveaux adhérents, on ne sait pas encore. Ceux qui diront non, à tous les coups, seront les Polonais et les Hongrois. Sans doute. Mais je disais à tous les coups les Polonais et les Hongrois. D'autres aussi. Mais la grande différence, c'est que, regardons, et on terminera là-dessus, la situation internationale. L'actuelle majorité au pouvoir en Pologne, ne parlons même pas de la Hongrie, est profondément nationaliste, ne veut pas de nouvelles délégations de souveraineté parce qu'elle trouve que les délégations actuelles sont déjà bien trop excessives à ses yeux. Mais en revanche, cette majorité polonaise, elle est très intéressée par la constitution d'une défense européenne. Parce qu'elle a peur, et on peut le comprendre, de la Russie. Et qu'elle sent bien
que le parapluie américain est déjà percé avant d'être bientôt totalement déchiré. Et donc, l'Europe différenciée, ça ne sera pas deux Europes. Ça sera, ou ça serait, attendons que ça marche, on peut être relativement confiant avec un bémol, on va y venir. Ça sera des Europes différenciées. On peut avoir une Europe de la défense incluant la Pologne, et en revanche une Europe de l'harmonisation fiscale et sociale n'incluant pas la Pologne. Au sein de cet ensemble, il va y avoir des ensembles différenciés et diversifiés. Maintenant, ça ne se dira pas publiquement, en tout cas pas dans la bouche des dirigeants. Dès lors que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les poids lourds vont le faire, à court moyen terme, les autres le voudront aussi. Mais laissons les choses mûrir tranquillement. Donc, la situation n'est pas bonne, elle est franchement mauvaise. Elle n'est pas absolument mauvaise parce qu'il n'y a pas du tout encore, déjà, de rejet majoritaire de l'Union dans l'Union européenne. Mais ça vient, ça monte, il faut agir. Il y a un consensus aujourd'hui des grandes capitales européennes sur ce qu'il faut faire, on vient d'en parler, l'Europe différenciée, avec un immense point d'interrogation. La présidentielle française. Et un point d'interrogation qui empêche les dirigeants allemands, italiens, espagnols, tous les autres dirigeants européens de dormir. Parce que Mme Le Pen peut arriver au pouvoir. Ce n'est pas une chose qu'on puisse exclure aujourd'hui. Je ne dis pas que ce soit la plus forte probabilité. Non, Dieu merci, je serai déjà à Montréal. Mais... ou dans le Vercors, je ne sais pas. Mais le Vercors, c'est plus tout à fait de mon âge. Mais c'est une possibilité que l'on ne peut pas exclure complètement. Et si Mme Le Pen arrive au pouvoir, eh bien cet édifice s'écroule et nous lui devrons la régression des pays européens, non pas leur disparition. Venise n'a pas disparu. Venise était une puissance mondiale à l'époque. À l'époque où le monde se résumait pour ce centre du monde au pourtour méditerranéen. Venise est un village touristique dont les emplois sont aujourd'hui essentiellement des emplois de service, pour être poli. Si c'est ce que nous souhaitons, pas de problème. On peut y aller. Si c'est ce que nous ne souhaitons pas, il y a d'autres voies à suivre. Elles sont claires. Elles ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Je vous remercie de votre attention. Je crois vraiment qu'on peut applaudir Bernard Guetta. Il a vraiment tenu la feuille de route et je le remercie. Et il nous a ouvert aussi des chemins difficiles, mais auxquels nous devons tous réfléchir et pour consolider, c'est-à-dire pour voir nous ce qu'on en pense. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut faire ces mois qui viennent. Et à la Maison de l'Europe, on va essayer de provoquer des moments de réflexion sur ce grand sujet. Maintenant, vous avez sûrement des questions à poser et on va vous passer, il y a un micro qui va circuler. Oui. Il y en a deux. Bonsoir monsieur. Et la Grèce? Que fait-on? Et la Grèce, c'est un très vaste sujet. Est-ce que vous pourriez préciser votre interrogation?
Ben, voilà, il y en a qui, à un moment, qui souhaitaient que la Grèce parte de l'Union européenne. Oui. Mais voilà, Ça ne s'est pas fait. ça s'est pas fait. Ça ne se fera vraisemblablement Et c'est pas. peut-être pas souhaitable, mais Non. peut-être aussi son problème vient de son système de collecte d'impôts qui Oui, qui absolument. est pas Absolument. fait et autres. Son problème vient de l'absence tout simplement d'un cadastre. Commençons par des choses essentielles. Son problème vient évidemment de l'ampleur de sa fraude fiscale. Son problème vient du fait que le plus grand propriétaire terrien et l'une des plus grandes fortunes du pays, l'Église orthodoxe, ne paye pas un sou d'impôt. Qu'aucun gouvernement ne peut s'attaquer sur ce terrain à l'Église orthodoxe parce que c'est la révolution dans le pays et que donc ça va continuer. Avec des petits amendements, des petits... ça va pas se résoudre du jour au lendemain, parce que je ne sais pas, c'est comme, s'attaquer aujourd'hui, ouvrir un bras de fer aujourd'hui pour un gouvernement grec avec l'Église orthodoxe, ça serait comme si, je ne sais pas, un gouvernement français voulait demain matin interdire la consommation de vin rouge. C'est à peu près la même chose, quoi. Et non, d'accord. Je voulais vous faire sourire, mais je voulais aussi fondamentalement souligner l'ampleur du problème. Bon. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'économie grecque. Si vous ne le répétez à personne, je pense que M. Giscard d'Estaing a commis une erreur immense en faisant entrer la Grèce dans l'Union européenne sous prétexte que la Grèce, c'était le berceau, ce qui est vrai, le berceau de notre civilisation, de notre philosophie, de beaucoup de choses, d'à peu près tout. Mais c'était. Malheureusement, ce n'est plus. Bon. C'est comme la Crimée. Elle était russe, mais elle ne l'est plus. Bon. Alors, est-ce qu'il fallait pour autant faire sortir, comme le souhaitait M. Schäuble, le ministre allemand de l'économie, la Grèce de l'Union européenne? Le gouvernement français, François Hollande, avec beaucoup de détermination, s'y est opposé. Il a convaincu Mme Merkel de se rallier à la position française et de se désolidariser de son propre ministre de l'économie, ce qui n'était pas simple pour Mme Merkel, en faisant valoir que si on commençait à pousser dehors les pays qui ne respectent pas sur tel ou tel point, tel ou tel, etc., on ouvrait la boîte de Pandore. On ouvrait la boîte de Pandore, que c'était une chose extraordinairement dangereuse et qu'il fallait prendre le problème grec à bras le corps et essayer de le résoudre et non pas pousser la Grèce dehors. Alors ça s'est fait au prix à un coût social très lourd, vraiment très lourd, et très discuté en même temps. Et moi, je ne sais pas trancher. Beaucoup de gens qui connaissent la Grèce beaucoup mieux que moi, ce qui n'est pas difficile, car je la connais peu, me disent, mais oui, attends, on a taillé dans tel et tel avantage social, mais est-ce que tu te rends compte que les salaires avaient augmenté de je ne sais plus combien de pourcents depuis une poignée d'années parce que les gouvernements achetaient les votes. Alors évidemment, les salaires ont régressé, mais de combien avaient-ils augmenté en si peu d'années dans ce pays si pauvre, etc. Le débat est extraordinairement compliqué et n'attendez pas de moi que je le tranche, car je réclame là le bénéfice de l'incompétence. Excusez-moi, bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais une autre question plus compliquée, je pense, c'est la Turquie. À un moment, il y a eu débat. Doit-on l'intégrer, accepter qu'elle rentre dans l'Europe ou pas, bien que géographiquement elle soit en Europe. Maintenant, et si elle était dans l'Europe, pensez-vous qu'il y aurait cette dérive totalitaire qu'elle connaît? Monsieur, nous avons suffisamment de débats actuels pour ne pas ouvrir ou rouvrir les débats qui sont clos. La Turquie est devenue une dictature.
qui ne respecte rien. Il se passe aujourd'hui en Turquie des choses absolument ahurissantes. Il est hors de question que la Turquie actuelle puisse même prétendre en rêve à entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne n'accepte pas dans ses rangs des dictatures. Donc le débat est clos. En tout cas, pour longtemps. Tant que la situation politique n'aura pas évolué en Turquie. Alors, moi, personnellement, avant que cette évolution n'intervienne, j'étais un grand partisan de ce que je n'appelais pas l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais l'entrée de l'Union européenne dans la Turquie. Ce qui, en termes de population, de rapport de force économique, etc., était beaucoup plus exact que la première formulation. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler aujourd'hui ? Je ne crois plus. De toute manière, le débat est clos. C'est trop tard. Madame le dit au premier rang, c'est trop tard, avec une concision dont je la remercie. Monsieur Guetta, j'ai senti chez vous un certain tropisme vers l'Europe diversifiée, vers l'Europe à plusieurs vitesses. Mais j'ai lu quelque part que ça ne pourrait marcher, techniquement, que si, au niveau des prises de décision, il y avait ce processus d'abstention constructive ou quelque chose comme ça. Vous pouvez nous dire un peu ce que ça pourrait être ? Parce que ça me paraît assez bizarre. Non. En vérité, les traités prévoient déjà la possibilité de coopération renforcée dans un nombre de domaines très grands, notamment dans la défense d'ailleurs. Il n'y a aucun obstacle dans les traités actuels au fait que X ou Y pays membres décident d'instaurer entre eux ce qu'on appelle dans les traités une coopération renforcée dans tel ou tel domaine. Et si des pays de l'Union européenne, sur une base bilatérale, décident de se lancer, enfin, entre parenthèses, enfin, dans une harmonisation de leurs systèmes fiscaux et sociaux, rien ne peut les en empêcher. Rien ne peut les en empêcher. Si demain une petite dizaine, ou espérons-le, plus qu'une dizaine, une grande douzaine de pays européens se lancent réellement là-dedans, aucun traité ne peut les en empêcher. Et donc il n'y a pas véritablement d'obstacle à cela. L'obstacle est beaucoup plus, je crois, politique que juridique, et il est en train d'être contourné justement par le passage de cette idée d'Europe à plusieurs vitesses à cette idée d'Europe différenciée. Je me répète, ce n'est pas parce que nous le faisons que vous serez obligés de le faire demain. Et ça, c'est le grand tournant qui est en train de s'amorcer. Oui, j'ai bien compris le schéma de l'Europe à plusieurs vitesses, enfin l'Europe différenciée plutôt, j'y adhère même pas mal. Actuellement, l'Europe est totalement illisible parce qu'elle est d'une complexité énorme. Il y a l'Europe, il y a la zone euro, il y a Schengen, avec tous les statuts dérogatoires, plus le fonctionnement des institutions. Si on rajoute une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, avec 1, 2, 3, 4 Europes différenciées, c'est ce qu'on n'aura pas quelque chose qui sera encore plus illisible et puis qui ensuite sera également extrêmement difficile à gérer administrativement. Vous avez raison, et si vous me le permettez, vous avez tort en même temps. Vous avez raison, parce que le constat que vous faites est indiscutable. Bien sûr que oui. Bien sûr que c'est un problème. Que ce serait un problème, on n'y est pas encore. Et d'un autre côté, si demain, au sein de l'Union européenne, la petite ou grande dizaine de pays qui comptent le plus en viennent à amorcer une défense commune, créer des industries d'armement communes, lancer des programmes de recherche communs et harmoniser, pour faire court, on ne va pas faire toute la liste, et harmoniser leurs systèmes fiscaux et sociaux, et écoutez, enfin,
on aura quelque chose de clair. Au contraire. Et toutes les autres, et toutes les complexités qui existeront seront un peu oubliées parce qu'elles deviendront très secondaires. Combien de nos concitoyens maîtrisent le millefeuille administratif français? Peu. Ça sera ni plus ni moins difficile et ni plus ni moins important. Ce n'est pas très civique ce que je dis, mais enfin, ni plus ni moins important. Du moment où il y aura, sur le devant de la scène, des politiques communes aussi nombreuses et aussi essentielles entre des pays aussi nombreux et aussi essentiels. Du moment où, encore une fois, ça n'est pas fait. C'est l'idée, on avance, c'est pas fait. Bonjour monsieur. Que faut-il faire face à la politique de monsieur Poutine? Il ne faut pas lui déclarer la guerre. Il faut cesser de dire, comme trop d'hommes politiques le font, il faut parler avec M. Poutine, parce qu'on n'arrête pas de le faire. On n'arrête pas de le faire. Madame Merkel, M. Hollande, je vais vous dire, à mes yeux, même sont un peu trop pendus au téléphone avec M. Poutine. J'aimerais que Madame Merkel et M. Hollande, de temps en temps, lui raccrochent au nez. Pour rappeler ensuite, bien sûr. Mais enfin, lui raccroche au nez pour montrer que ça va, ça comme, en bon français. Maintenant, lever les sanctions, vous me demandez une opinion personnelle, pas une analyse, en admettant que ça existe, au-dessus des partis pris. Non, je ne crois pas qu'il faille lever les sanctions, en tout cas pas tant que la Russie organisera les menées qu'elle conduit dans l'Ukraine orientale. Tout à fait entre nous à ne pas répéter que les micros se ferment et que les caméras s'arrêtent pour quelque temps. La question de la Crimée, on ne pourra pas revenir dessus. Mais il y a un précédent historique. Pendant toute la durée de la guerre froide, aucun pays occidental n'avait reconnu l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique. Aucun. Les ambassades estoniennes, lituaniennes, lettonnes existaient toujours à Paris, à Washington, etc. Elles étaient vides. Enfin, elles existaient toujours, et aucun gouvernement occidental n'avait restitué ces bâtiments, cédé ces bâtiments à l'Union soviétique. On ne va pas entrer en guerre avec la Russie à cause de la Crimée, mais rien ne nous empêche de ne jamais reconnaître l'annexion de la Crimée. Absolument. Rien ne nous en empêche. Et puis au-delà de ça, que faire avec M. Poutine? C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que M. Poutine a une popularité réelle qui tient, mais ça c'est vraiment, on ne peut pas entrer là-dedans ce soir, c'est le sujet d'une autre conférence et 3 fois plus longue, qui tient à la somme gigantesque d'erreurs que les Occidentaux ont commis vis-à-vis de la Russie depuis le début de la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev. Nous avions la chance divine, incroyable, d'avoir au Kremlin un homme qui nous tendait la main, voulait transformer l'Union soviétique en un autre marché commun, sur le modèle du marché commun, construire avec nous ce qu'il appelait la maison commune européenne, non pas du tout rentrer dans l'Union européenne, mais conclure des accords de coopération et de sécurité entre ces deux piliers du continent Europe que sont la Fédération de Russie et l'Union européenne. Et nous lui avons dit, ah non, d'abord il faut que tu brûles la momie de Lénine, que tu brûles les œuvres de Lénine sur la place rouge, que je ne sais pas quoi et que je ne sais pas quoi.
ce qui revenait à demander au pape de dire place Saint-Pierre que la virginité de la Vierge était un sujet de discussion. Non, on ne peut pas, on ne pouvait pas, il ne pouvait pas faire cela. Mais quelle importance ça avait? Bon, c'est vraiment le sujet d'une autre conférence. On a raté une occasion et ensuite commis beaucoup d'autres erreurs vis-à-vis de la Russie. Et le résultat, c'est M. Poutine. Et on n'en est pas débarrassé demain la veille. On n'en est pas débarrassé demain la veille. Alors il ne faut ni faire la guerre, ni céder. Et c'est difficile. Oui, c'est vrai. On ne dit pas, c'est un fait. Non, la Suède ne réarme pas. Enfin, elle restaure le service militaire. Le service militaire obligatoire parce que la Suède, comme tous les pays des côtes baltiques, ont une peur grandissante de la Russie parce que la Russie s'amuse à faire au-dessus de la Baltique des provocations militaires quasi quotidiennes avec son aviation. Oui, absolument. Les États-Unis ont mis des armes dans les pays baltes aujourd'hui. Ça s'appelle le renforcement du flanc est de l'Alliance Atlantique. Il y a une situation dangereuse. Je ne pense pas qu'on aille à une guerre avec la Russie. Mais la situation est extrêmement tendue et difficile, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Guetta. Je change un peu de sujet. Je voudrais revenir sur la Commission européenne. Le cas de M. Barroso, ancien président, pose sérieusement problème avec ses accointances, et bon, plus que ses accointances, avec les banques comme Goldman Sachs. Est-ce que vous pourriez évoquer ce problème devant nous, qui peut être sujet pour les europhobes? C'est pas qui peut, c'est qu'il est déjà abondamment. Cela étant, est-ce que c'est plus grave que M. Cahuzac? Je ne citerai pas d'autres exemples d'une actualité plus brûlante. Que M. Cahuzac ait ce type d'affaires, disons. Non, c'est pas parce que c'est l'Europe que c'est plus grave que ce qui se passe dans tel ou tel pays de l'Union européenne. Mais c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Bien sûr qu'il est parfaitement choquant que la première banque, je ne sais pas si c'est la première banque des États-Unis, enfin en tout cas une des toutes premières banques des États-Unis, puisse s'offrir, pour un salaire que l'on imagine relativement confortable, l'ancien président de la Commission européenne, c'est-à-dire sa connaissance des arcanes et des secrets des dossiers de l'Union européenne, son carnet d'adresses, ses relations dans l'industrie, le monde politique, etc., etc. C'est tellement intolérable que je ne sais pas où ça en est, mais que la réglementation européenne a évolué ou est en train d'évoluer sur ce que peuvent faire et ne peuvent pas faire et dans quel délai les anciens très hauts responsables de l'Union. Bien sûr que c'est un scandale. Mais si vous voulez... Quel est le principal enseignement de ce scandale? Je cherche l'adjectif qui ne soit pas grossier, enfin le mot qui ne soit pas trop terrible. C'est que, on va dire ça très élégamment, c'est que le rapport de M. Barroso avec la morale est au moins discutable. Est-ce que c'est un problème spécifiquement européen? Je trouve beaucoup moins. Il y avait un trou. C'est la même chose? Je ne veux pas rentrer dans un débat de politique intérieure. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous avez parlé avec tellement de ferveur tout à l'heure, ou une certaine ferveur des Europes différenciées. Je voulais savoir, est-ce que ça ne pourrait pas créer des Europes ou des États ou des membres dans une situation inextricable, voire ubuesque dans certains cas? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une Europe avec un gouvernement économique qui comprendrait certains membres qui ont l'euro et pas d'autres, par exemple? Et comment, éventuellement, certains membres pourraient s'en sortir? Vous me poussez à mettre les points sur les i, mais puisque vous m'y poussez, je ne vais pas me dérober.
les problèmes que vous évoquez seraient réels si réellement cette Europe différenciée se mettait en place. Ils seraient tellement réels que les autres seraient obligés de suivre. Simplement, il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on ne dit pas. Évidemment que l'arrière-pensée est celle-là. Il nous bloque. Parce qu'il nous bloque. La Grande-Bretagne, son départ est une humiliation pour tout le monde et pour elle-même. En premier lieu. Son départ est un échec pour elle-même en premier lieu, mais est un échec collectif. Mais d'un autre côté, comme le disait Michel Rocard, enfin, nous avions un pays assis